Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du nouveau livre que j'ai terminé, parce que moi je lis toujours sur les tablettes. Alors ça s'appelle, donc c'est le domaine de l'espionnage, comme ma chaîne thématique, ça s'appelle L'entretien d'embauche du KGB. Voilà, c'est un livre de Igor Gran, il parle en français, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube de lui. Et donc ce livre je l'ai lu, bon, L'entretien d'embauche du KGB, moi j'ai pas connu le KGB, mais je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, c'est un livre très intéressant. Alors, avant d'aborder le sujet, ce livre s'adresse aux officiers traitants, aux agents de terrain dans le domaine des services secrets. Et en fait, c'est un livre qui a été écrit par un colonel russe. Il n'y en a que 116 exemplaires ou 104, je ne sais plus combien exactement en Russie. Et en fait, c'est le manuel d'emploi des officiers qui vont former des autres officiers pour les former pour travailler pour le KGB, quoi. Donc la centrale, comme chez nous la DGSE, s'appelle la Loubianka là-bas, quoi. Donc c'est un livre, en fait, c'est un livre qui est rare, qui n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent dans le monde ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'auteur du livre, il a réussi à se procurer le manuel d'emploi pour former des officiers. Je ne sais pas si vous avez lu L'art de la guerre. Ben voilà, parce qu'en fait le KGB c'était l'ennemi de l'Occident. L'Occident c'est nous les Européens, les États-Unis. Et donc, ils nous voient comme une proie à bouffer, quoi, les agents du KGB. Donc, vraiment, si vous avez un manuel d'emploi, bah, vous connaissez comment il fonctionne. Parce qu'en lisant ce livre, vous allez découvrir quoi? Vous allez découvrir l'idéologie, comment les officiers russes, de l'époque du RSS, recrutaient, et surtout si actuellement, le KGB il a muté en FSB. Il a changé de nom, il est devenu FSB. Et si vous voulez comprendre le FSB, c'est bien de lire ce livre. Pourquoi? Parce que, à part changer le nom, on est toujours dans la même thématique, comment recruter des sources humaines sur le terrain. Là c'est vraiment du c'est du pur espionnage sur le terrain. On ne recrute pas des sources comme aujourd'hui avec du SIGINT, des l'IRS, des satellites. Voilà. Donc là, à l'époque de l'URSS, quand il y avait l'Empire, donc on recrutait vraiment sur le terrain. Et ce qu'on voit dans le livre, c'est que d'où les Européens, on est vus comme des capitalistes. Parce que dans le manuel d'emploi, on voit ça. Comment ils nous perçoivent, quoi. On voit en fait qu'on est une proie pour eux, quoi, pour le KGB, quoi. Et en fait, ce qui fait que c'est rare d'avoir ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde. On n'a pas le manuel d'emploi de la CIA, comment ils forment ses agents. Ça n'existe pas. Et c'est un livre qui est austère, d'origine, quoi. Donc quand l'écrivain a réussi à se procurer ce livre, il raconte, c'est austère, c'est une page de couverture qui est moche, c'est gris, c'est pas vraiment, si vous allez à l'école ou à l'université, c'est pas, c'est pas le genre de choses qui va vous rayonner, qui va vous donner de la joie pour vivre, pour étudier, quoi, pour vivre à l'université, quoi. Donc en fait, ils nous voient comme des capitalistes et on voit surtout en fait qu'on recrute des agents du KGB sur une base idéologique. Parce qu'à l'époque de l'URSS, c'est le communisme. Le communisme, c'est entre guillemets, tout le monde est là la même chose, mais on voit bien qu'en vérité, non. L'URSS c'était une dictature avec des dictateurs qui tuaient son peuple, il n'y a pas de liberté d'expression, on va en prison pour 10 ans, 20 ans, il y a des goulags, Solzhenitsyn, je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Solzhenitsyn. Donc on voit un peu dans quelle atmosphère on baigne avec ce livre, mais c'est vraiment très très intéressant. Alors, bon, moi je ne suis pas né à l'époque de l'URSS, j'ai connu l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. J'ai vécu quelques histoires dans ma vie avec des gens qui participaient aux échanges d'espions entre l'Est et l'Ouest, c'est ce qu'ils m'ont dit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais voilà, donc en fait, Igor, là, il a une histoire aussi avec le KGB, c'est son père, il a été recherché, il a été en prison, son père, il le raconte sur les vidéos de YouTube. C'est pour ça qu'en fait, un écrivain, il ne va pas s'intéresser à ce genre de choses-là, quoi. Mais je vous dis vraiment, si vous voulez lire un manuel d'embauche de formation des officiers traitants, agents du KGB sur le terrain, c'est ce qu'il faut lire, quoi. Moi, je l'ai lu, ça m'a permis un peu de voir un peu comment ça fonctionnait à cette époque-là, mais on est vraiment dans le pur espionnage, quoi. Alors, il faut pas. Alors, le KGB, il existait déjà avant la CIA. La CIA n'existait pas. Elle a existé à l'époque de l'Allemagne de l'Est, de l'Ouest, mais la CIA était en retard, donc ils avaient vraiment un train d'avance, quoi. Et en fait, on voit dans le livre qu'ils recrutent des ressources humaines. Si vous êtes secrétaire, si vous êtes traducteur, traductrice dans une ambassade, au ministère, journaliste, rédacteur en chef, vraiment si vous avez une position où vous pouvez fournir des renseignements aux communistes, comme au KGB,
ben, vous allez être recruté. Alors l'officier traitant, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il faut, à l'époque du RSS, quoi, pardon, ben, il recrutait en fait avec des faiblesses. Si par exemple vous avez des problèmes familiaux, si par exemple vous avez des problèmes de santé, des problèmes d'argent, vous êtes en divorce, ça fait de vous une proie. Pourquoi? Parce que vous avez des points faibles. Donc l'officier traitant va essayer de profiter de ces situations pour vous recruter. Donc en fait, l'officier traitant aussi, ce qu'on voit dans le livre, c'est qu'il ne recrute pas comme ça. C'est pas lui qui prend la décision sur le terrain. Donc en fait, il en réfère à sa centrale, quoi, à la Lubyanka, c'est le siège du KGB. Et c'est là qu'ils vont faire des vérifications sur vous, qu'ils vont faire comme un profiler, là, un rapport sur vous, et puis il va donner le top go à l'officier traitant, voilà quoi. Donc, comme le Mossad, hein, les agents du KGB, ils peuvent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de recruter quelqu'un, ça ne pose pas de problème, quoi. Donc, voilà que ce que moi j'ai retenu, hein, il y a des belles affaires. Comme je vous ai dit, ce manuel d'emploi, dans le livre, donc on parle du manuel d'emploi, et aussi on parle de Poutine. Poutine aussi, bon, il est passé par le KGB, c'est un sinistre dictateur, hein. Moi, j'ai pas peur de nommer un dictateur un dictateur. Quand un dictateur tue son peuple, bah voilà, ça reste un dictateur, hein, et ça change pas, quoi. Donc voilà, donc on est toujours dans la Russie actuellement, on est toujours dans ces situations avec des dictateurs, quoi. Sauf quand il y avait Boris Yeltsin. Donc lui, il a essayé un peu de réformer le KGB, voilà, quoi. Donc voilà, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Donc je vais vous parler un peu de ce livre, ce manuel d'emploi, à quoi il ressemble. C'est très instructif. Alors je vous lis, donc comme je vous ai dit dans le livre, il y a des passages du manuel d'emploi où le traducteur il traduit comment on forme, En fait, je vais dire quelque chose de très important. Au KGB, les futurs officiers agents du KGB sont poussés à faire de la délation sur leurs collègues étudiants. C'est triste, mais c'est vrai. On les pousse. Donc, plus ils mouchardent, plus c'est bon, on les recrutera, quoi. Donc, comme je vous ai dit, l'examen du KGB, c'est sur l'idéologie, et puis bien sûr, après, ça passe en second temps, sur la formation de l'officier, comment il va recruter, comment il va viser. De toute façon, on voit un cours, il y a un peu de psychologie, quoi. Donc, je vous lis un peu à quoi ça ressemble ce manuel d'emploi. C'est un polycopié gris de 116 pages, au format A4. Au dos, carré collé, relié d'une bande sombre, au pli de la couverture au coin écorné, on voit qu'il y a pas mal servi. En haut à droite, la griffonne laconique absolument secret. Bah oui, parce qu'on ne peut pas la voir, quoi. C'est impossible, quoi. Qui correspond au niveau très secret défense. Chez nous, me plonge immédiatement dans un état de légère euphorie. La sensation de transgresser un interdit et de pénétrer dans les seins des seins, là où se façonnaient les rouages de la redoutable machine qu'était le KGB. Donc, sur la page de garde, on a ceci, hein. C'est une photocopie du document, quoi. Donc c'est vraiment sinistre, c'est un livre vraiment qui est sinistre, quoi. Alors je continue. En son milieu, le recrutement des agents, tapé en majuscule. Pas de décoration, pas de fioriture pour égayer la sombre couverture. On n'est pas là pour s'amuser, mais pour apprendre les fondamentaux. Et quoi qui est de plus fondamental qu'un réseau d'agents? Ce sont les yeux, les oreilles, les petites et les grosses mains. Et parfois le sexe des services de renseignement. Oui, je vais vous dire aussi que le KGB recrutait avec les sexes. On a vu ça en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, même encore actuellement avec le FSB. C'est les mêmes techniques, hein. Je vous ai dit, le FSB maintenant, il est calqué sur le KGB. C'est la même chose, hein. Il n'y a rien qu'à changer. Croyez-moi. Alors, ce sont les yeux et les oreilles, les petites mains, les grosses mains, ça j'ai dit. Négliger le recrutement et au bout de quelques années, l'efficacité des opérations d'espionnage à l'étranger s'effondre. Prenez-le à la légère et les services de contre-espionnage ne manqueront pas de vous infiltrer. Alors, je me suis obligé de vous dire qu'il y a une phobie au KGB, c'est le contre-espionnage. Donc, quand ils opèrent chez nous, en France ou dans les pays occidentaux, ils se méfient toujours du contre-espionnage. Ils se méfient de quelqu'un qui vient se présenter spontanément pour offrir ses services contre de l'argent. Parce que l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre, hein. Sans l'argent, on ne peut pas se construire dans la vie, on ne peut pas se projeter. Donc, ils se méfient beaucoup des contre. On voit ça dans le manuel d'emploi quand vous lisez, ça vous allez voir. C'est la phobie. Mais ils ont raison, hein. C'est ça la pure logique, quoi. À l'âge du numérique et des pirates informatiques, on oublie parfois que la quasi-totalité des informations secrètes recueillies par le KGB dans les pays capitalistes, hein, comme je vous ai dit, on nous voit comme des capitalistes, quoi, provenaient du réseau d'agents patiemment cousus, fil après fil, pendant des décennies, entretenus, réparés, colmatés après chaque gros poisson qui se faisait démasquer. Aujourd'hui encore, alors que les services secrets passent leur temps à écouter aux portes des smartphones et à regarder par la serrure des chevaux de Troie, un réseau humain reste irremplaçable pour comprendre
l'intérieur, le fonctionnement d'une organisation ou d'un État, ou pour tenter de le déstabiliser. Pas plus tard qu'en février 2023, après la énième scandale d'espions russes infiltrés dans les hautes sphères du contre-espionnage allemand, un de ses patrons déclarait, admiratif et penaud, recruter des agents est le niveau supérieur de l'espionnage. Les Russes, ils excellent. Aujourd'hui, comme hier, leur efficacité à noyauter des organisations occidentales est impressionnante. Leur formation et ce manuel d'emploi sont sans doute pour beaucoup. Je vous ai dit, si vous voulez comprendre la FSB et les services secrets russes, lisez ce livre. C'est vraiment... ouais, il faut s'y accrocher aussi pour le lire. En bas, sur la couverture, une date, 1969. Nous sommes sous Brejnev. Le dégel tout relatif de Nikita Khrouchtchev, c'est terminé. Le mythe du communisme à visage humain s'est fissuré. Le régime montre au monde son vrai visage de glaçon et se voit à son tour comme une citadelle assiégée. Quelques mois auparavant, l'armée soviétique, aidée par ses frères socialistes d'Allemagne de l'Est, de Pologne, de Bulgarie, de Hongrie, a écrasé le printemps de Prague. À l'intérieur du bloc de l'Est, la chasse aux dissidents est ouverte. Depuis 4 ans, mon père est au Goulag, en Mordovie, à charger, à décharger des sacs de charbon de nuit et sur une gare de triage. Je vous dis, ce livre, c'est une vengeance de l'écrivain. Il a réussi à se procurer ce manuel d'emploi. C'est incroyable. Alors, je vais vous lire des passages un peu plus intéressants, quoi. Alors, ce polycopier gris a été leur abrécédaire. Lors de leur passage dans l'une des écoles du KGB, il y a environ une quinzaine, dispersés sur tout le territoire, généralement désignés par un numéro d'école. Numéro 101, c'est la banlieue de Moscou. École numéro 204, c'est Kiev, c'est en Ukraine. École numéro 307, Khabarovsk. École 401 à Leningrad, etc. Tous ont suivi une formation poussée pour apprendre à reconnaître et à approcher une piste potentielle, trouver des angles d'attaque pour la séduire, apprécier les opportunités et les dangers des différentes stratégies, tout en évitant les infiltrations du contre-espionnage ennemi. Grâce à ce manuel, ils savent que le recrutement d'un agent est un processus long, méticuleux et ingrat. S'il nécessite du doigté et du flair, il faut surtout de la patience, de la rigueur. Il y a une méthode. On n'improvise pas, jamais. On lance sa locomotive sur les rails, moult fois, empruntée par d'autres, selon des stratégies codifiées et testées avec succès, tout en se ménageant des voies de sortie si la pêche venait à échouer. Pénétrer les tactiques d'un officier du KGB qui cherche à recruter un occidental, ce n'est pas seulement faire un voyage au temps de la guerre froide, aussi passionnant soit-il. C'est surtout l'occasion de mettre son nez dans la cuisine d'un ogre manipulateur et sophistiqué. Un cynisme fascinant et une capacité de nuisance exceptionnelle dont l'ADN a été jalousement préservé à la chute de l'URSS, puis transmis au FSB, cette colonne vertébrale de la Russie actuelle. Prenons donc en main ce manuel historique, humons-le ensemble. À l'intérieur, le papier de mauvaise qualité a terriblement jauni. Les caractéristiques de la bonne vieille machine à écrire n'en sortent que mieux, bavant sur les points et les virgules, remplissant de grisaille la tête des E, l'entrejambe des M. Il y a tout du sinistre grimoire sorti d'une dystopie du bureaucratique à la Brésil. Le texte est à l'avenant. C'est pour diluer quelque peu cet effet déprimant que les commentaires ont été échelonnés tout au long du texte original. Alors il a été traduit dans son intégralité. Plutôt que de concentrer dans une préface interminable ou dans une avalanche de notes de bas de page, on peut bien entendu s'en passer et affronter le document tel quel, en s'imaginant vissé sur les bancs durs et usés de l'école numéro 101, la redoutable institut du KGB spécialisé dans le renseignement extérieur, ou carrément à la Vishka, comme on l'appelle l'école supérieure du KGB à Moscou, le plus ancien et prestigieux centre de formation des officiers du renseignement. Poutine, le dictateur, il est passé là, quoi. Le plus souvent, parfois, le texte du manuel se passe de commentaires. Il fourmille d'exemples pratiques et de recommandations qui parlent d'elles-mêmes. Dans ces passages, mon rôle a été de me faire discret pour surtout ne pas interrompre ce flux de sombre pédagogie dont l'objectif était de faire éclore la frange qui sommeille dans chaque élève tchéquiste et l'amener à une certaine perfection. Mes interventions s'espacent alors afin de donner une vision ensemble de ce qu'étaient les écoles du KGB, un organisme de formation ultra secret, sans équivalent dans le monde. Donc voilà la page de 1969, c'est comme ça, quoi. Alors, je vais vous lire quelques pages, parce qu'il y a beaucoup, sur les notes de l'auteur du livre à propos du manuel et à propos de Poutine. Voyons voir maintenant qu'est-ce que dit le manuel d'emploi du KGB. Au cours du travail de renseignement, certains agents deviennent inactifs pour des raisons naturelles, tandis que d'autres sont exclus du réseau d'agents pour des raisons professionnelles et autres, de sorte que les services recrutent constamment des agents pour reconstituer leur réseau. Le même moment
Non, le moment même de l'obtention du consentement à la coopération d'une personne intéressée par le renseignement, c'est-à-dire le recrutement effectif d'un agent, est la dernière étape d'un processus préparatoire assez long consistant en un certain nombre d'activités. L'étude d'une mission de renseignement pour y repérer un cercle de personnes qui ont des capacités de renseignement et qui peuvent en avoir, l'identification des candidats possibles au recrutement, l'examen des motivations sur la base desquelles ces personnes peuvent être recrutées, la recherche des moyens pour les approcher. L'ensemble du travail préparatoire qui aboutit à la conversation concrète du recrutement, c'est-à-dire à l'implication de la personne cible dans la coopération en tant qu'agent qui accepte de coopérer secrètement avec les services, constitue la notion de travail de recrutement. Par voie de conséquence, le recrutement lui-même est un élément majeur du travail de recrutement. L'acquisition d'agents est le domaine le plus sensible du travail de renseignement. Sans un bon réseau d'agents, il est impossible de mener avec succès une mission de renseignement et sans un travail de recrutement constant et ciblé, il est impossible de créer un réseau d'agents capable d'accomplir les tâches auxquelles les services sont confrontés. En clair, si vous avez compris ça, vous avez tout compris dans le renseignement. C'est l'agent, s'il a les bonnes capacités psychologiques, et si c'est un bon manipulateur, un bon menteur, un bon salopard, ben, il va pouvoir recruter une personne faible d'esprit, même un idiot, même un homme intelligent, il va tomber dans le panneau, il va se faire recruter. Alors j'ai appris une chose dans la vie, c'est que ce soit pour le KGB, parce que je lis le livre, ou que ce soit dans la vie réelle, les officiers qui recrutent des gens, ce ne sont pas des gens heureux. Parce qu'il faut vraiment être un pauvre type pour trahir son pays, trahir son organisation pour laquelle on travaille, trahir l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc voilà, c'est ça qui dit le colonel du KGB, il a dit il faut avoir un bon réseau d'excellents agents. Si vous avez un bon réseau qui travaille avec méthodologie, process, eh ben, il va faire des miracles. Je vous passe maintenant à un autre sujet qui est très intéressant aussi dans le livre. Un officier de renseignement n'est pas un agent réciproquement. Il faut faire ici une précision de vocabulaire essentiel. Le futur diplômé du KGB ainsi que tous les anciens en poste à l'étranger sont les officiers du renseignement. Les agents, eux, sont les recrutés. Ils peuvent être de nationalité étrangère ou soviétique. Dans ce cas, on parlera aussi d'indic ou de sec-sot. Leur dévouement et leur abnégation auront beau être absolus, ils n'en resteront pas moins des agents et seront considérés de fait comme inférieurs au rang des officiers de renseignement. Les vrais, les purs, c'est des officiers, quoi. Alors, sauf quelques spécimens exceptionnels parviendront à franchir ce fossé qui prépare à recruter de leurs recruteurs. Le plus connu est sans aucun doute Kim Philby, agent double du MI6, et tête pensante des 5 de Cambridge, ce fameux groupe d'espions de la haute société britannique qui a travaillé pour le KGB pendant près de 30 ans. Réfugié en URSS en 1962, Philby a reçu pour ses services la nationalité soviétique et a été promu dans la foulée au rang de colonel. Malgré tous ses honneurs et sa place au firmament des espions vedettes, il s'écroulera 14 longues années avant que Philby ne soit autorisé à enseigner dans une école du KGB. Imaginez, il a trahi son pays pour devenir un colonel du KGB et pour donner après des cours à des futurs espions. Voilà quoi. Maintenant, nous allons parler un peu de Poutine. Poutine, quand il va à l'école du KGB, parce qu'il a été formé comme KGB, c'est un agent médiocre. C'est pour ça qu'on l'a envoyé en Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, donc, vous avez des pays satellites de l'URSS, comme la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est. Tous ces pays, ils étaient chapeautés par le KGB. Les officiers traitant le contre-espionnage, par exemple, d'Allemagne de l'Est fonctionnaient pour le KGB. Le KGB, c'était la même chose, quoi. Donc, l'un comme l'autre, tout ce qui faisait des agents sur le terrain de l'Allemagne de l'Est, ça remontait au KGB en Russie, quoi. Donc là, l'auteur, il va parler de Poutine, hein. Poutine a eu ce manuel entre les mains, on en est certain. En 1975, le jeune Poutine a fréquenté pendant 1 an l'école du KGB à Leningrad, l'école numéro 401, où il a fini sa formation opérationnelle qui consistait principalement à apprendre les techniques de filature. En 1979, il a parfait son CV dans le contre-espionnage par 6 mois de cours à la Vishka. Puis en 1984, par 1 an d'études à l'Académie Andropov du KGB, l'école numéro 101, où l'on formait les officiers de renseignement extérieurs. C'est pour aller à l'étranger, quoi. Il était le plus âgé de la classe.
est sans doute parmi les plus médiocres, car à sa sortie, on l'a affecté à un job de troisième zone dans un pays frère, à Dresde. Enfin, c'est en Allemagne de l'Est, quoi. En République démocratique d'Allemagne, quoi. Personne n'a songé à l'envoyer en résidence dans un pays capitaliste où on plaçait les meilleurs. Pardon. Parce que je vous ai dit, on est vu comme des capitalistes. Donc il faut vraiment avoir des bons agents sur le terrain pour recruter des pauvres types, quoi. Enfin, des pauvres types qui vont travailler hors pays, quoi. Donc par exemple, Poutine a donc de toute évidence bachoté le manuel, ou plutôt 3 fois qu'une. Pour tout officier de renseignement extérieur, le recrutement des agents était une matière fondamentale avec les langues vivantes et le marxisme-léninisme. C'est l'idéologie, quoi. À l'examen, c'était un oral. On a dû lui poser des questions subtiles et on a noté la qualité des réponses. Comment motiver une cible pour l'amener à travailler pour nous? Pourquoi est-il important d'en référer au centre avant chaque recrutement? Ça, c'est le process. Pourriez-vous donner un exemple d'implication progressive? Et le faux drapeau, qu'en dites-vous? Donc le faux drapeau, en fait, ce que j'ai vu dans le livre, le faux drapeau, c'est quoi? En fait, quand on est un espion dans un pays étranger capitaliste, en Occident, aux États-Unis, on ne va pas se faire passer pour le KGB. On va dire qu'on est, je sais pas moi, la France, les États-Unis, l'Allemagne. Donc on appelle ça recruter sous faux drapeau, se faire passer. Le Mossad, il a fait ça beaucoup avec des Français. Ils se sont fait passer pour un autre pays, ou même pour le pays même. Hein. Donc on peut se faire passer pour un agent, comme maintenant actuellement, alors, avec Athénor, le réseau de la franc-maçonnique, qui a utilisé des agents de la DGSE pour tuer les civils, les innocents. On va recruter sous faux drapeau. Donc on va dire qu'on est du pays de la DGSE ou qu'on est de l'Allemagne, quoi. C'est ça, tout est bon. Alors, une question piège pour Poutine. Monsieur Paul est encarté au PCF, Parti communiste français. Quelle méthode avez-vous à votre disposition pour l'approcher? Il fallait être précis et exhaustif, restituer fidèlement le cours, tout en donnant des exemples. Donc moi je ne vais pas vous dire exactement quand on recrute quelqu'un, mais dans le livre on l'explique bien, quoi. On imagine à la sortie de l'examen avec les copains. Tu es tombé sur quoi? Moi c'était les méthodes du contre-espionnage capitaliste. Pas facile, punaise. Il fallait faire la synthèse de plusieurs chapitres. Il est probable que le manuel de 1969 ait été une mise à jour majeure d'un vadémécum devenu obsolète, datant de l'immédiat d'après-guerre. Principes fondamentaux du travail de renseignement soviétique. Un autre chapitre qui est très intéressant dans le manuel, parce que j'ai sélectionné quelques chapitres, c'est les travaux dirigés. Quand on est étudiant en psychologie, avant de devenir psychologue, on est avec des autres élèves étudiants mis en cercle en face d'un formateur, d'un professeur en psychologie, et on fait des mises en situation. Bien à l'école du KGB, c'est la même chose, quoi. Donc je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit le manuel d'emploi du KGB. En plus du cours théorique, l'étudiant d'une école du KGB subit nombre de séminaires pratiques où on le confronte à des mises en situation délicates. Donc, les situations délicates, c'est comme si on était en face d'une future recrue, quoi, qu'on va recruter, quoi. Et des travaux dirigés animés par des pédagogues de terrain où l'on passe son temps en jeu de rôle. Des discussions en petits groupes permettent d'apprendre à repérer les failles psychologiques chez les cibles et les opportunités d'approche. Réciproquement, tout aussi important, comment reconnaître un provocateur qui cherche à infiltrer les services. Comment répondre à une tentative de recrutement du contre-espionnage. Ou tout simplement comment, dans une conversation, parer efficacement les attaques contre l'Union soviétique et les critiques de l'idéal communiste. Parce qu'en fait, je vous ai dit, le KGB, il est basé sur une idéologie de l'URSS, quoi. C'est mortifère, quoi. Donc, si vous êtes amené à rencontrer, par exemple, je sais pas moi, le Mossad, on va vous sonder. Qu'est-ce que tu penses d'Israël? Qu'est-ce que tu penses du sionisme? Et si vous répondez, par exemple, à cet officier qui est déguisé, l'officier traitant, vous dites oui, moi je suis pour le sionisme, il n'y a que l'Israël, à ce moment-là, vous êtes plus facilement recruté que quelqu'un qui est démocrate, qui veut la justice et le droit international. Là, on ne va pas vous recruter parce que vous êtes un danger, quoi. Donc, c'est l'idéologie, c'est un exemple d'idéologie, quoi. Les séminaires sont décrits comme passionnants par nombre d'anciens du KGB. Une session dure plusieurs heures. Chaque étudiant doit résoudre seul un problème opérationnel concret. Puis le prof interroge une ou deux, ou toute la classe discute des solutions proposées dans un esprit de bienveillance critique. C'est pas mal, hein? On s'entraîne au recrutement des agents en simulant les conversations avec des employés subalternes de l'école. Il n'est pas rare qu'une bibliothécaire ou une infirmière joue le rôle de cobaye sur lequel la classe perfectionne ses techniques d'approche. Il est aussi parfois demandé de pratiquer l'exercice entre étudiants en binôme. Il faut se débrouiller pour découvrir les points faibles d'un camarade et concevoir un chantage approprié dont on discute ensuite tout cet ensemble.
On cultive aussi le machiavélisme astucieux, l'appétit pour la bassesse, le goût de mettre les gens dans l'embarras. On imagine l'ambiance de suspicion généralisée qui règne dans les écoles, d'autant qu'on encourage les élèves à cafeter, c'est-à-dire à moucharder, l'objectif étant de stimuler la méfiance en tant que principe vital, tout en développant l'art du camouflage. Pour survivre dans un tel panier de crabes, les étudiants limitent leur nombre d'amis à 1 ou 2 maximum. Oh punaise! Les voisins de chambre, généralement, avec qui ils établissent un pacte d'assistance et de non-agression, sans jamais être certain d'éviter les coups de poignard dans le dos. Au moins, quand il arrivera, l'élève l'aura vu venir et saura identifier la balance. Ça craint, hein, franchement. Oleg Gordievski, transfuge du KGB, se souvient du déroulement d'une étude de cas à l'école numéro 101 au début des années 1960. On soumet à un groupe de 20 étudiants le problème suivant. Il s'agit d'infiltrer une PME dans un pays capitaliste, par exemple en Suède. Le PDG de la PME et sa secrétaire sont en contact avec un agent, qui est lui-même en contact avec l'officier de renseignement via un relais dont on sait qu'il n'est pas totalement fiable, car l'homme a des problèmes de dette. On ajoute quelques traits psychologiques pour chacun des acteurs et on leur donne entre 1 heure et 3 heures pour une rédaction présentant les principales étapes possibles de recrutement et les pièges potentiels à éviter. Le prof ramasse les copies, puis, quelques jours plus tard, on discute en groupe. Une étude de cas classique, en somme, comme on en voit chez nous dans les écoles de commerce, et qui apprend aux tchéquistes qu'il n'y a pas de solution scolaire parfaite, mais des approches différentes avec des risques variables selon les circonstances. C'est comme un jeu d'échecs, en fait. Quand on essaie de recruter quelqu'un, moi j'ai déjà eu l'occasion, j'ai pas le fait, mais j'avais besoin de renseignements j'avais créé une entreprise, j'avais besoin de renseignements pour mon activité. La première chose que j'ai fait, je me suis renseigné sur mes concurrents, j'ai fait une cartographie, et puis j'ai consulté LinkedIn pour voir qui faisait quoi dans telle entreprise. Puis j'allais sonder dans les parages les gens qui connaissaient les dirigeants, les commerciaux. Puis je faisais en fonction des renseignements que j'avais, et puis voilà. Puis je montrais ça à mes amis, je me vantais quoi. C'est la même chose, hein. On va parler un peu pourquoi on recrute sous faux drapeau. Parce qu'en fait, c'est comme un caméléon, on avance comme un camouflage. Si vous êtes en France ou si vous êtes dans un pays pour aller en vacances, vous pouvez être approché par des gens, par vos voisins où vous louez l'appartement ou à l'hôtel, et qui se révèlent être des gens, des Français, mais qui travaillent pour Israël, par exemple. Donc vous pouvez être recruté sous faux drapeau, vous pouvez fournir des renseignements, on peut vous tester sur votre idéologie, sur vos problèmes d'argent. Donc vous êtes en vacances, vous êtes cool, décontracté, et vous avez des gens à côté de vous qui sont là pour autre chose, pour avoir des renseignements. L'essentiel, c'est de capter du renseignement pour pouvoir dresser une stratégie d'approche pour vous amener à vous recruter. Ça peut aussi être du recrutement agressif avec du chantage. Alors, on va voir comment ça fonctionne, le recrutement sous faux drapeau. Lorsque nous recrutons des agents sur une motivation idéologique et politique, en parlant au nom du renseignement ou d'une autre organisation de notre pays, nous nous appuyons sur les opinions idéologiques et politiques de la personne recrutée qui coïncident avec les opinions du recruteur. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, il existe un point commun d'intérêt idéologique et politique pour lequel le recruteur estime qu'il est possible de faire une offre de recrutement et le recruté, à son tour, estime qu'il peut donner son consentement à une coopération secrète avec nous. Lors du recrutement d'agents sous un faux drapeau étranger, il n'y a pas de point commun dans les opinions idéologiques et politiques de notre recruteur et du recruté. Dans ce cas, le candidat accepte de coopérer avec le renseignement, créant à tort que le recruteur adhère aux mêmes opinions politiques que lui, ou qu'il a avec lui des inclinaisons ou des centres d'intérêt communs, prenant le recruteur pour un représentant du pays ou de l'organisation capitaliste sous le drapeau duquel il se présente. Le recruteur d'agents sous drapeau étranger peut être effectué par des officiers de renseignement des pays socialistes, en utilisant aussi la motivation matérielle ou des documents compromettants. Le drapeau est choisi en fonction des opinions politiques du candidat au recrutement, ce qui doit faciliter son attrait pour la coopération. Il est inapproprié, par exemple, de recruter une personne pour le compte du renseignement français à l'aide de documents compromettants par une offre d'argent, si l'on sait que cette personne sympathise avec les Britanniques. Dans ce cas, il est conseillé de recruter sous le drapeau du renseignement britannique en utilisant sa sympathie pour les Britanniques comme motif supplémentaire contribuant au succès des combinaisons de recrutement. Il existe encore des cas particuliers où le recrutement d'agents sous faux drapeau est dicté par la nature délicate des missions, par exemple le sabotage et le terrorisme.
Dans ces cas, il ne peut être opportun de révéler aux candidats au recrutement que ce sont les services des pays socialistes qui sont intéressés par l'accomplissement de cette tâche. Donc là, carrément, c'est comme les pays dictateurs, quoi, comme l'Iran, la Russie. On recrute des tueurs de bas quartier, des tueurs à gages pour assassiner quelqu'un, quoi. C'est ce qu'on dit, quoi. En agissant sous un drapeau étranger, nous détournons de notre propre pays d'éventuelles conséquences indésirables, réduisons les risques éventuels liés à la mise en œuvre de missions d'actifs. Les agents chargés de telles missions sont recrutés, en règle générale, sous le drapeau du renseignement et du contre-espionnage bourgeois, sur une motivation matérielle, quoi. Donc en fait, il dit que les agents du KGB en France, par exemple, voilà, quoi, ils sont là et ils se font passer pour un autre pays. Et c'est pour l'argent, quoi, c'est seulement. Donc, le KGB a recruté beaucoup de journalistes. Hein. J'avais fait une vidéo dans les médias. Comme j'avais toujours dit, il y a beaucoup de journalistes qui sont des traîtres à leur pays, qui collaborent avec des pays étrangers, hein, qui font de la propagande dans les médias pour ces pays étrangers, qui font de l'ingérence politique pour ces pays étrangers. Il y a des journalistes qui mouchardent pour la DGSI, pour la DGSE. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand vous êtes étudiant journaliste, une motivation, hein, comme on l'a vu dans le livre, ça peut être l'argent. Vous êtes étudiant, moi j'étais pauvre, j'avais pas les moyens, j'avais une bourse d'études, je survivais avec des petits jobs. Vous avez un miracle qui vient dans votre vie qui vous propose des enveloppes à 5 000 euros. Vous n'avez pas craché dans la soupe. Vous avez pris les 5 000 euros quand vous étiez jeune. Les 5 000 euros vont être rentabilisés 15 ans plus tard quand vous êtes dans une rédaction. Et il y en a beaucoup qui travaillent pour les services secrets. Donc, je ne dis pas tous les journalistes, hein, il ne faut pas tous les accuser, mais il y en a beaucoup. Hein. Voilà quoi. Donc, il faut se méfier parce qu'il y en a, ils se disent, je suis journaliste, je vais travailler pour mon pays, pour la DGSI, je vais moucharder tout. Donc, ils vont même moucharder leurs collègues parce qu'ils ont ramassé de l'argent. Donc, ils n'ont pas le choix, quoi. Voilà quoi. On va voir les méthodes de pression. À première vue, il peut sembler que l'arsenal des possibilités pour influencer la personne recrutée n'est pas très large, puisqu'il y en a en principe que deux, la persuasion et la coercition, ou une combinaison des deux. Cependant, les deux méthodes offrent de nombreuses variantes. On peut convaincre avec les mots, une conversation, des actions, en utilisant l'expérience de la personne recrutée. On peut aussi employer l'affection personnelle ou des analogies, des exemples tirés de faits historiques de la littérature du cinéma. À la place de dire, tu as pris l'argent, tu vas collaborer, sinon tu vas ramasser dans ta gueule, on va te régler ton compte. Là, on pourrait dire, tu sais, j'ai vu un film, ce monsieur là, qui habitait là-bas, il a fait ceci avec toi, avec cet acteur-là, et puis il s'est retourné contre lui. C'est une analogie, quoi. C'est des menaces indirectes. Alors, la coercition peut aussi être employée de différentes manières. Pression économique, menace d'utilisation contre recruter de la législation en vigueur ou de l'opinion publique, pression à travers les personnes proches de la famille, menace de violence physique. Ça, c'est du chantage. Hein. C'est déblatérer tout dans son environnement, à la télévision, voilà. Donc, vous êtes grillé à ce moment-là si vous êtes un mouchard, quoi, un indicateur, quoi. Ainsi, dans les faits, l'officier de renseignement dispose de nombreuses possibilités d'influence intellectuelle, émotionnelle ou encore par contagion de sa volonté pour manipuler la personne recrutée qui tombe dans l'influence du recruteur. Voyant en lui une personne intelligente ou volontaire ou sympathique en offrant la combinaison de toutes ses qualités. Dans l'écrasante majorité des cas, les services de renseignement des pays socialistes influencent les recrutés en les persuadant et en recourant rarement à la coercition. Voilà quoi. Donc, j'en reviens à un exemple d'idéologie, parce qu'on parle beaucoup d'Israël en ce moment, à la télévision. Vous avez beaucoup de députés qui sont financés par une organisation juive, établie en France, financée par l'État d'Israël, qui finance des voyages, soi-disant de culture ou je ne sais pas quoi. Donc, ils ont des députés qui acceptent d'aller voyager aux frais d'Israël, et une fois qu'ils sont là-bas, ils vont être agglomérés à d'autres personnes dans l'environnement de la visite, hein, donc on leur fait des visites de terrain, je sais pas moi, du musée ou de politique ou d'idéologie. Donc il y a des sujets qui vont intéresser le député, et en fait à ce moment-là, le député, bien sûr, il va manger au restaurant, il va aller à l'hôtel, il va être en contact avec des agents de renseignement israéliens, des espions israéliens, et qui vont le recruter. Comment? On va imaginer que vous êtes dans un hôtel, et donc c'était bon le dîner? Ah oui, c'est une spécialité juive qu'on mange comme ça le vendredi. C'est très bon, c'est connu. Ah oui, voilà. Et vous, tu aimes bien la cuisine? Qu'est-ce que tu aimes bien? Il aime bien la cuisine française ou thaïlandaise, j'en sais rien. Donc on va l'inviter à manger plus souvent thaïlandais. Il va toujours avec les mêmes personnes, différentes personnes, jusque quand le cerveau il est bien bouffé, bien bourré par l'idéologie israélienne. Et donc il va être amené à livrer des renseignements, à faire de l'ingérence étrangère au profit d'Israël.
C'est ce qu'ils font certains. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y en a qui vont en Chine, comme Jean-Pierre Raffarin, c'est un pro-chinois. Et il vous parle d'amitié, relations amitié chinoises. Il y en a d'autres, c'est des Israéliens, il y en a beaucoup d'Israéliens. Moi je connais qu'un pays, c'est que la France, où Elnet peut recruter des agents via le Parlement, des députés qui vont voyager. Il y a d'autres pays européens, ils n'acceptent pas ça. Chez nous, on l'accepte. Pour moi, c'est pas normal. Alors, on vous parle toujours des frères musulmans, mais les frères musulmans, ils ne payent pas des voyages à des députés pour aller en Égypte, pour aller dans les pays d'Afrique. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France où une organisation israélienne peut financer des voyages. C'est comme si moi, je finançais des voyages des députés pour aller visiter, allez, je sais pas, au vu en Algérie, par exemple. Voilà. Alors, vous imaginez, si chaque pays fait des organisations privées en France, financées par, comme les mosquées, hein, c'était financé par des pays étrangers. Le ministère de l'Intérieur il avait raison de ne pas politiser ce sujet, qu'il fallait plus financer les mosquées. C'est vrai, parce qu'on envoyait des imams. Ben, là, on fait la même chose. On finance des voyages pour venir en Israël. C'est plus facile pour recruter en Israël. Parce que recruter en France, c'est un peu plus délicat, parce qu'il y a la DGSI. Voilà, donc ça, c'est des méthodes très faciles. Hein. Je peux inviter un ami ou un concurrent un concurrent, sans qu'il sache que c'est moi qui finance les voyages, comme des médecins. À l'époque, quand j'étais jeune, j'avais une copine, elle était déléguée commerciale de la société pharmaceutique, et elle est dans les pays étrangers, et elle finançait des voyages à l'étranger, au profit de sa boîte, 2 semaines aux Maldives, à Vanuatu, dans un hôtel 5 étoiles, tout pris en charge, sous faux drapeau, lesquels c'était des formations, des séminaires sur des médicaments biotechnologiques, je ne sais pas quoi, et on offre des cadeaux, donc ça amène, c'est très facile quand on utilise, je vous le dis par expérience, quand on utilise l'argent et le commercial, c'est très facile de recruter des gens. On les amène dans les hôtels à l'étranger, et croyez-moi, quand on est à l'étranger, on est en vacances, hein. On ne va pas réfléchir comme quand on est en France, au travail, je dois faire ça, 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 non. Ça y est, je suis parti, j'ai fait qu'est-ce que je veux, j'ai dit qu'est-ce que je veux, donc on oublie tout. Donc c'est très facile pour une organisation privée qui finance des voyages à l'étranger, de recruter des députés. C'est une bonne méthodologie. Hein. Moi, personnellement, je regarde les autres pays étrangers, ils ne le font pas. Pourquoi Israël, il le fait en France? Parce que quelqu'un, il accepte qu'un pays étranger finance des députés pour aller visiter Israël, pour aller visiter Tel Aviv, Jérusalem, je ne sais pas quoi, voilà quoi. Moi, personnellement, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai des amis qui ont été en Israël, hein, des amis comme moi, des bougnouli, là, et ils m'ont raconté des choses, et c'était pas bête. Ils ont vu les choses arriver, donc ils se méfiaient, quoi. Mais un député en short et en t-shirt à la plage, c'est plus facile à recruter qu'un costumard au Quai d'Orsay qui bosse 10 heures par jour sur son écran et qui est droit comme une allumette. Hein. Donc, je sais pas. Franchement, je dis chapeau aux Israéliens hein, qui arrivent à ramener des députés en Israël. Comme j'ai dit, aucun pays du monde n'accepte ça. Vous imaginez aller en Russie, financer des voyages pour des députés à la Douma? Mais vous êtes mort, vous êtes en tôle à 24 heures, toute l'organisation est décimée. Et c'est la guerre psychologique, c'est la guerre dans les médias. Je sais pas, est-ce que la France travaille pour Israël? Je sais pas, franchement, ça me tue. Moi. Chaque fois quand j'entends parler de Elnet, je dis, et les filles avaient bien raison de parler de ça. Parce que c'est pas normal. C'est des choses qui sont pas normales. Moi, je serais ministre de l'Intérieur, je fermerais directement les bureaux, et basta, terminé. Je me méfierais de tous les députés qui ont été en Israël. On est français, on sert notre patrie, on ne sert pas les intérêts d'un autre pays. Il y a des choses plus intéressantes. Donc, on revient au livre. Hein. Alors, je vous ai parlé de Elnet. C'est une organisation privée en France, établie en France, financée avec des fonds israéliens pour recruter des députés, pour les amener en Israël et pour leur laver le cerveau, pour qu'ils font de l'ingérence étrangère en France, quoi, pour qu'ils donnent des renseignements. Parce que c'est ça le but, c'est d'appuyer la politique israélienne. Les Chinois, ils font comment? Par exemple, les Chinois, ils font des séminaires, ils recrutent des scientifiques pour avoir de l'innovation, pour acquérir des technologies. Les Chinois, ils ont cette méthode-là. Donc, ils vous recrutent sur LinkedIn ou bien dans un séminaire. Moi, parfois, je vais sur des séminaires qui m'intéressent. Voilà, donc je tombe sur des gens. Si je tombe sur un collègue dans une autre société ou une autre organisation privée de recherche, je vais parler des sujets qui m'intéressent. Ça va rester là, ça ne va pas aller plus loin. Je ne vais pas livrer des renseignements sur mon entreprise. Quoi. Par exemple, voilà, le KGB ici, je vous donne un exemple. Hein. Donc, le KGB, dans le processus de recrutement, il dit quoi? Choix de l'heure et du lieu pour une conversation de recrutement. Ils sont aussi intelligents à l'époque. Hein. On est dans les années 70-80.
Quand le processus se rapproche de son terme, le renseignement doit déterminer à l'avance quel moment est le plus opportun de mener une conversation de recrutement, car le facteur de temps peut avoir une influence décisive sur le résultat de la conversation. Pour mener une conversation de recrutement lors du recrutement sur une motivation matérielle, le renseignement doit s'efforcer de sélectionner le moment où le candidat de recrutement est particulièrement dans le besoin et met tout en œuvre pour sortir des difficultés financières. Le facteur de temps joue également un grand rôle dans le recrutement sur une motivation idéologique et politique lorsqu'un candidat est entraîné progressivement dans le travail de renseignement. Il est important pour le renseignement de mener une conversation de recrutement pile au moment même où la certitude qu'il acceptera une coopération secrète a déjà mûri et quand ça n'a aucun sens de continuer à travailler avec lui sur la base d'une relation de confiance. Lors du recrutement d'agents sur une motivation morale et psychologique à l'aide de documents compromettants, le facteur temps joue un rôle particulièrement important. Le recrutement d'agents sur cette base ne peut être mené à bien qu'au moment où les documents compromettants peuvent être efficaces lorsque le candidat de recrutement craint le plus une exposition éventuelle. Le choix d'un lieu pour mener une conversation de recrutement, il faut s'assurer qu'il contribue à ce que le recruteur se sente maître de la situation et veiller à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies en cas d'échec du recrutement. L'expérience de travail dans les pays capitalistes montre que ces lieux appropriés peuvent mener une conversation de recrutement, peuvent être des lieux de repos, de promenade, de villégiature, les cafés, les restaurants. Comme je vous ai dit, on enlève le recruté dans son élément, dans son environnement, et il ne va pas être la même personne dans un pays étranger. Moi j'ai des amis, je partais en vacances, c'est des amis d'enfance que je connais très bien, que j'ai toujours connus, et quand on partait à l'étranger, il était quelqu'un d'autre. Ben là, en psychologie, c'est la même chose. C'est un affect qui joue sur votre cerveau et qui peut vous amener à être recruté. Hein. Tout est possible, quoi. En menant une conversation de recrutement dans des lieux de promenade, de loisirs hors de la ville, à la plage, pendant une partie de pêche, le recruteur peut créer des conditions nécessaires à une conversation calme. Parfois sous le prétexte d'une promenade ou sous un autre prétexte, il peut être utile d'organisation d'une conversation de recrutement dans une autre ville ou même dans un autre pays. Les lieux de villégiature et les stations touristiques sont pratiques pour légender la rencontre d'un recruteur avec un candidat à l'embauche. S'y retrouvent en effet nombreuses personnes de villes et de pays différents qui se comportent beaucoup plus librement que dans un cadre officiel. Donc ça rejoint ce que je disais, quoi. Les restaurants, les cafés éloignés du centre-ville qui ont une bonne réputation, qui n'ont pas été fréquentés auparavant par le recruteur et le recruté peuvent être sélectionnés en tant que lieu pour mener une conversation de recrutement. Le mieux est de prévoir une table sur une véranda ouverte ou dans le jardin. La partie la plus délicate de la conversation se fait bien mieux après qu'on a payé l'addition à l'extérieur du restaurant, en plein air. Là, je confirme. Là, franchement, je confirme tout. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises, je payais, je corrompais des concurrents, des commerciaux surtout, pour avoir les prix, pour avoir le process du produit, tout ça. Et c'est vrai que quand je payais, ils étaient heureux. C'était très facile après pour moi, pour les capter, pour capter l'information. Mais c'est vrai que quand vous payez l'addition au restaurant, bah, tout le monde il est content. Hein. Même ma copine elle est contente que je paye. C'est la vérité. Vous payez l'addition au restaurant, il va être heureux de le recruter. Si nécessaire, la résidence doit prévoir une surveillance du lieu de la conversation en élaborant un signal approprié entre le recruteur et les observateurs, en préparant le transport du recruteur pour qu'il parte rapidement au lieu sûr en cas de symptômes évidents de provocation de la part du recruté ou de ses proches. Il est clair que lorsque du choix de tel restaurant ou café, il est nécessaire de savoir à l'avance quelle catégorie de gens les fréquentent, s'ils sont équipés d'appareils d'écoute clandestines, s'ils sont utilisés par les agents de renseignement des pays capitalistes pour recruter leurs agents. Bref, s'ils satisfont aux exigences du secret absolu. Parfois, une conversation de recrutement peut avoir lieu dans l'appartement du recruteur, si l'on sait à l'avance que cet endroit répond aux exigences du secret. En particulier, les recruteurs qui enrôlent des membres de leur famille ou des proches qui connaissent bien le recruteur ou son lieu de résidence peuvent mener des conversations de recrutement dans leur appartement. Les appartements des clandestins ou des officiers en résidence légale ne peuvent servir de lieu de conversation de recrutement. C'est clair que si tu habites dans un appartement, tu ne vas pas ramener le recruté dans ton appartement. Voilà, c'est ce qu'ils disent, quoi. En partant des principes de base de travail des clandestins, un agent de renseignement non légal doit organiser son travail de sorte que les agents en contact avec lui ne sachent pas ses véritables noms, prénoms, lieu de résidence et profession. De plus, un clandestin ne veut pas se montrer sous son vrai jour à un candidat au recrutement dont on ne sait jamais être totalement sûr.
Parfois, surtout pour un clandestin, il peut être judicieux de mener la conversation de recrutement sur le territoire d'un pays tiers, comme je vous ai dit, ou aussi bien la personne recrutée que le recruteur sont étrangers. Dans ce cas, le risque d'éventuelles conséquences désagréables, voilà quoi. Dans ce cas, le risque d'éventuelles conséquences désagréables pour le recruteur est réduit puisqu'il a la possibilité de quitter le pays autant opportun si le recrutement échoue. Ben, c'est une couverture, hein. Bien sûr, si vous êtes un espion dans un pays capitaliste et que vous voyez un local, un civil qui a besoin de recruter, c'est aussi d'aller dans un pays étranger pour essayer de le recruter que de le faire là, parce que là, vous n'avez pas le risque de vous faire attraper dans un pays étranger. C'est une affaire qui regarde deux autres pays, quoi. Les officiers, les contre-espionnage local, ils vont dire, ouais, mais c'est un singe de tel pays, l'autre c'est un autre singe de ce pays-là, le même, qui règle leurs problèmes, quoi. Alors, la motivation de recrutement choisie est concrétisée. Les capacités de reconnaissance du candidat sont précises, ses qualités personnelles sont relevées en détail, les recruteurs potentiels et les moyens d'approche du candidat sont envisagés, l'heure et le lieu d'entretien d'embauche sont déterminés. Donc ça, c'est pour le process, quoi. On parle d'un autre sujet. Alors, parlons maintenant du diplôme du KGB. C'est de la littérature très intéressante. À la fin de sa formation, le jeune officier reçoit son diplôme, un grand livret bleu foncé avec le blason de l'URSS en relief de la couverture. À l'intérieur, sur une feuille volante, sont consignées les notes obtenues dans chaque des matières enseignées. À la Vishka. Il y avait 37. Beaucoup de marxisme-léninisme, de droit administratif et pénal, de criminologie. S'y ajoute de la psychologie. Une formation militaire poussée au tir au pistolet, à la carabine, au fusil mitrailleur. Une langue étrangère et 8 spécialités gardées secrètes. L'auteur dit que leur intitulé ne figure pas dans le diplôme, sur le diplôme, qui constitueront le véritable profil opérationnel de l'officier. Ça peut être l'approfondissement d'une langue, une formation technique spécifique, micro, filature, chiffrement, transmission radio, photographie, microfilm, etc., en partenariat avec un centre spécialisé à l'image de nos échanges étudiants entre grandes écoles. Au cours, sur les méthodes de contre-espionnage ou d'une formation de management de réseau d'agents, le manuel d'ouvrage, il est consacré à ça. Je n'ai pas bien compris ce qu'il dit. Ah ouais, non. Il dit en fait un cours, donc il peut y avoir quand on reçoit son diplôme, on peut avoir un cours sur les méthodes de contre-espionnage ou une formation au management de réseau d'agents dans ce manuel. Et l'ouvrage consacré. Donc, en fait, je pense que j'ai compris un peu. Il dit que quand vous recevez votre diplôme, vous pouvez être formé aussi au contre-espionnage, comme un agent du contre-espionnage, et on vous donne un cours de management, comment gérer un réseau d'agents, quoi. C'est vrai qu'il faut, je pense, un cours de management. Je ne suis pas officier, mais je ne sais pas. Donc, je dis comme ça, quoi. Alors, aujourd'hui, dans votre vie, un événement inoubliable vient de se produire. En ce jour mémorable, vous rejoignez les rangs glorieux des tchéquistes soviétiques et vous prenez le relais dans des faits héroïques de vos aînés. Rappelez-vous que désormais, c'est à vous et à vos camarades de combat que le Parti communiste de l'Union soviétique a confié cette mission de responsabilité de protéger les acquis du Grand Octobre et le travail pacifique des soviétiques bâtissant une société communiste. Être un tchéquiste, c'est un grand honneur, une grande responsabilité devant le parti et l'État. Je dis, il y a un parti communiste de la grande rue du RSS, quoi. Et c'est eux qui donnent les lignes directrices au KGB, quoi. Soyez dignes de cette confiance, conservez une foi inébranlable dans le bien fondé de la cause communiste. Soyez de tout cœur fidèles au parti communiste et à la patrie soviétique. Restez en permanence politiquement vigilants, passionnés du parti, insistant au travail. Alors je dis bien, je vais répéter, restez en permanence politiquement vigilants. Donc ça veut dire que vous ne devez pas, en tant qu'agent du KGB, vous ne devez pas vous faire bouffer le cerveau par nous les capitalistes, quoi. Avec constance, élargissez vos connaissances politiques et sociales de pair avec votre savoir-faire tchéquiste. Construisez tout votre travail en fonction des intérêts du peuple et de l'État sur la base d'une conformité aux normes, à la légalité socialiste, tout en étant aidé et accompagné activement par les masses laborieuses. Cultivez en vous l'affinité au parti, l'exigence, le sens de la discipline. Soyez sans complaisance avant... C'est fou, qu'est-ce que je dis, hein. Soyez sans complaisance envers les ennemis du parti et de l'État. Ben, c'est nous les capitalistes, les ennemis. En suivant les principes de l'humanité communiste, préserver et développer les traditions fondatrices du chevalier de la Révolution Félix Edmundovitch Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, c'est le fondateur du KGB. C'est lui qui a fondé cette politique de la mort, hein. Comme je dis, le KGB il surveille la population, il arrête, il traduit, il manipule la justice.
Alors, nous sommes certains que vous remplirez votre devoir avec abnégation en donnant toutes vos forces et connaissances pour la cause supérieure de la sûreté de notre patrie bien-aimée, l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est fou, hein? Aïe, 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 aïe. Alors, je dis vraiment, c'est... Enfin, voilà, moi j'ai lu, j'ai arrêté parce que il y a 200 pages et quelques là sur ce livre. Le KGB, c'est aujourd'hui, hein, c'est ce qui est transposé dans le FSB, quoi. Alors, je termine par quelques lignes, hein, de l'auteur. Le temps passe, les mœurs changent. En 2016, à l'école, à l'ère du FSB et de ses méthodes de mafieux, une cinquantaine d'étudiants de la Vishka fêtent leur diplôme en louant des Mercedes classe G noirs. Ils roulent dans Moscou en braillant leur morque de nouveaux maîtres de la Russie. La vidéo fuite sur les réseaux sociaux et provoque un malaise dans la population, puis par ricochet dans les autres sphères où l'on préfère ne pas exhiber son argent de manière si ostentatoire. Pire, on voit les futurs espions à visage découvert et sont donc grillés pour les opérations à l'étranger. Alors je confirme, c'est vrai, moi j'en ai déjà vu. Hein. Il y a l'OCCRP, c'est une organisation de journalisme d'investigation européenne, financée par les États-Unis, et ils arrivent à avoir les comptes Instagram des futurs espions, les jeunes, et on les voit, hein, ils fêtent, ils sont habillés en costume, ils fêtent, ils prennent des bouteilles de champagne, comme ça, instantanément. En fait, le FSB, c'est une organisation mafieuse, quoi. C'est pour ça qu'ils ont tué l'autre, là, le colonel là, qui a fui la Russie, ils l'ont empoisonné. Ils empoisonnent les officiers qui quittent la Russie parce qu'ils ne veulent pas devenir des assassins, ils ne veulent pas voler les sociétés, ils veulent servir leur pays, ils ne veulent pas servir la mafia, parce que c'est devenu une mafia, le FSB, quoi. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Après quelques jours de réflexion, le commandement du FSB tranche. Une partie des étudiants exhibitionnistes est renvoyée, les autres sont affectés à des régions très éloignées de Moscou, vers la Tchoutchka ou l'île de Sakhalin. Plusieurs responsables pédagogiques de la Vishka sont dégradés ou démis de leurs fonctions. Un retour aux traditions et un serrage de vis est salué par les anciens. Donc ça rigole pas, hein? Alors, l'expérience des agents de recruteurs montre que si le recrutement d'un candidat est bien préparé et que la conversation de recrutement est correctement construite, la résistance de la personne recrutée peut être surmontée avec succès. Lorsque le refus d'un candidat de coopérer avec le renseignement devient inévitable et qu'il risque en cas de pression de s'aigrir et d'être poussé à entreprendre des actions indésirables, le recruteur doit reculer à temps avec habileté, diriger habilement la conversation vers un autre sujet, essayer de convaincre le candidat qu'il a mal compris et dissiper l'hostilité qui s'ensuit. Donnons-nous un exemple habile d'un recruteur, d'un candidat au recrutement qui refuse de coopérer avec le renseignement d'un État socialiste. Dans un pays d'Orient, notre officier de renseignement a entretenu une amitié avec un diplomate rom qui travaille dans la mission diplomatique d'un État européen. Rom avait des relations étendues parmi les diplomates de ce pays. Lors de conversations avec l'officier de renseignement, il parla en termes favorables de l'Union soviétique et d'autres pays de la communauté socialiste. Une enquête par le réseau d'agents a montré que Ron sympathisait réellement avec les pays socialistes. L'officier de renseignement a noué une relation de confiance avec Ron et le rencontrait souvent lors de réceptions officielles. Ron partageait avec lui, avec quelques amis du corps diplomatique, diverses nouvelles politiques, dont certaines confidentielles. Peu à peu, la communication s'est formée qu'il serait bienvenu à recruter Ron. Ayant reçu le feu vert de recrutement, l'officier a dit à Ron qu'il avait besoin d'une source d'information politique. Étant l'un des secrétaires de l'ambassade, l'officier a prétendu qu'il devait être informé de l'actualité politique et que son poste relativement modeste et sa situation familiale, la maladie de sa femme, ne lui permettait pas d'accéder aux hautes sphères et de se rendre souvent aux réceptions diplomatiques où on peut glaner ce genre d'informations. Il se demandait s'il pouvait compter sur une aide amicale de Ron dans ce domaine. Celui-ci a répondu qu'il considérait qu'il était son devoir d'aider son ami de toutes les manières possibles. Quelque temps plus tard, l'officier a dit à Ron qu'il serait sage de garder la relation confidentielle et a laissé entendre que cette aide serait appréciée en conséquence. Ron est resté silencieux un moment, puis a déclaré qu'il considérait cette offre comme insultante et que, si l'on parlait effectivement d'une coopération de renseignement, alors il devait rompre toute relation avec celui qu'il avait jusque-là considéré comme un ami. L'officier avait bien sûr commis une erreur, le recrutement de Ron n'avait pas été suffisamment préparé, l'officier l'a immédiatement compris, il a décidé de battre en retraite et d'essayer de dissiper le malentendu. L'officier a commencé à affirmer avec ferveur qu'il était principalement préoccupé des intérêts de Ron quand il lui proposait de passer une relation confidentielle puisque son amitié avec un représentant d'un pays socialiste et l'aide apportée, si elle était connue d'autres personnes, pourrait être mal interprétée.
En ce qui concerne la rémunération des services rendus par Ron, c'était seulement une façon de parler et une manière d'exprimer qu'il ne pouvait pas qu'apprécier les services de son ami et qu'il lui était très reconnaissant pour cette aide. Donc en fait, il voulait offrir de l'argent en disant ouais, t'es mon ami, je veux t'aider. Mais en fait, non, c'est pour le recruter, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, donc très très bon livre. Hein. Donc chaque chapitre est alimenté par la couverture du manuel de formation du KGB. Et voilà, quoi. Je vais vous dire un peu de conclusion. Tout travail de renseignement dans les pays capitalistes, hein, c'est chez nous en Occident, quoi. Et en particulier le recrutement, exige que les officiers de renseignement des pays de la communauté socialiste recherchent activement et en permanence des candidats recrutés et impliquement dans la coopération. Il faut constamment se rappeler que les États socialistes disposent d'un large contingent de recrutement dans les pays capitalistes et disposent de toutes les conditions nécessaires pour étudier et attirer à la coopération des personnes qui les intéressent et qui ont des capacités de renseignement. Cela permet à nos services de renseignement d'étendre en permanence le réseau d'agents fiables et loyaux comme exigent nos services de renseignement, les organes directeurs des États socialistes. Donc, sans un bon réseau d'agents, vous ne pouvez pas recruter de bonnes sources. Moi, ce que j'ai compris dans la vie, ce que je vois dans les vidéos sur des officiers de renseignement étrangers, c'est qu'il est très facile d'utiliser la psychologie. C'est la psychologie qui va changer votre perception de la réalité. Donc en fait, les officiers, il y a des pays en pointe, hein, comme les États-Unis, en psychologie. Moi j'ai vu des vidéos, je vais essayer de retrouver ces vidéos, je les ai regardées à l'époque, des vidéos de la Stasi. Les agents de la Stasi dans l'Allemagne de l'Est, ils sont formés psychologiquement comme des psychologues. Donc ils utilisent vraiment la psychologie. Mais encore une fois, ce sont que des études, c'est que du théorique. Parce que moi j'ai parlé avec un psychologue, tout le monde n'est pas psychologue, ne devient pas psychologue parce que vous avez étudié la psychologie. Vous voyez? Donc entre la théorie et la pratique, il y a vraiment un monde différent. Mais là, les officiers de la Stasi, parce que j'ai vu la vidéo, on les voit dans un cours à l'université, on leur enseigne la psychologie. Après, c'est à vous de comprendre la psychologie, quoi. Moi je ne suis pas psychologue, je ne peux pas vous expliquer ça. Mais en tout cas, après, avec la psychologie, moi j'ai vu des gens qui ont essayé de me recruter, parce que j'étais consultant. Je vous raconte une anecdote. Hein. Donc j'étais consultant, je me suis fait approcher par quelqu'un de la DIT. Et elle a essayé de me proposer une rémunération matérielle, mais j'ai vu que l'entretien n'était pas du tout préparé. Mais j'ai soupçonné, parce que parfois les gens à la DIT, les gens qui travaillent à la DIT, ils disent, je ne vais pas vous dire le nom du poste qu'elle occupe, cette personne, ils disent voilà, je suis de tel service et tout, on veut travailler, parce qu'ils font, c'est soi-disant une boîte d'intelligence économique, c'est pas de l'intelligence économique, je suis désolé, hein, moi j'ai déjà rencontré des gens qui font de l'intelligence économique, c'est pas du tout ça. Donc ils sont dans la DIT, ils viennent vers vous, hein, ils prennent même l'avion, hein, c'était consultant dans un pays pour une boîte, et on était quelques consultants, il y avait une autre boîte, une autre société, des concurrents, et donc elle vient pour faire une tournée, hein, c'est ce qu'elle m'avait dit, et donc elle vient recruter, et donc ils vous offrent une somme d'argent qui était, je ne vais pas vous dire la somme, c'est vraiment des clochards, c'est comme la DGSE, hein. Ils recrutent des indiques pour quelques centaines d'euros, milliers d'euros, et donc elle me propose donc de faire des études, je ne vais pas vous dire dans quoi, pour m'amener à accepter l'argent, et pour que j'aide cette boîte, la DIT et tout ça, quoi. Donc, je pense qu'après de longues années, elle n'est plus là. Et puis, j'ai gardé sa carte de visite, j'ai vérifié, parce que je reçois toujours beaucoup de cartes de visite dans mes rencontres, même dans les séminaires. Je regarde toujours qu'est-ce qu'elle devient cette personne, quoi. Mais beaucoup de gens, ils agissent sous couverture, quoi. Donc, au sein de la DIT, c'est soit des collaborateurs de la DGSE, les collaborateurs, c'est comme des mouchards. Oui, si tu es un consultant de cette boîte qui travaille dans le domaine économique, fais-moi savoir. Donc, ils agissent sous couverture pour, je sais pas, pour des clients. Elle a dit qu'ils ont des clients, pour les clients, bien pour le pays. Moi, personnellement, je n'ai pas accepté. Hein. Donc, elle a pris l'avion pour rien. Dans une dictature, il n'était pas question de sacrifier ma life pour cette conne, quoi. Donc, je n'ai pas accepté. Mais je sais qu'elle a été voir mon concurrent parce que je me suis dit, si elle prend l'avion pour moi, comme elle m'avait dit qu'elle a rencontré les autres consultants, je me suis intéressé aux autres consultants pour voir ce qu'ils vont accepter. Parce que dans les dictatures, c'est très, très, très facile. C'est très, très facile d'avoir des renseignements d'ordre économique, de recruter des sources, je ne vais pas vous dire où, quoi ou comment, mais c'est très, très facile. Donc, cette femme de la DIT, elle est venue, il s'est passé des choses durant le rendez-vous, je me suis fait envoyer tous mes papiers de véhicule, parce qu'en fait, on voit mon nom, mon prénom sur LinkedIn, les postes, les études, hein, j'ai fait des études universitaires, j'ai 2 masters, donc elle voyait hein, en France ce que j'avais étudié, elle voyait où j'étais, tout ça, mais ils ne savaient pas vraiment, ils ne connaissaient pas mon environnement. Donc je suis venu en rendez-vous, mais ils sont très forts, ils ont volé tous mes papiers. Hein. Je vous assure, je ne suis pas un mythomane, je raconte pas de conneries, donc ils ont volé tous mes papiers du véhicule.
Ils ont volé même mes clés USB à la con que j'utilisais pour mon poste radio. Ils ont volé ma canne à pêche. Vraiment, c'est ce jour-là, à ce moment-là, voilà quoi. Donc, depuis ce jour-là, ben, je me suis méfié quoi. Donc, voilà. Donc, ben, ça n'a servi à rien. Par contre, moi, ça m'a servi de savoir que mon concurrent s'y collaborait ou pas. Ça, c'est une autre question. Donc, très très bon livre pour lire sur le KGB, pour comprendre le FSB. Hein. FSB, le service secret russe. Merci à l'auteur du livre d'avoir raconté ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est un document exceptionnel. Voilà, j'ai terminé.